La servante se jeta entre les nobles rieurs et le prince vampire tremblant, ses chiffons de nettoyage toujours serrés dans ses poings. La salle de bal tomba dans le silence. Ce que personne ne savait, c'est que le roi vampire observait depuis les ombres, et voir quelqu'un protéger enfin son fils, Paria, le fit sortir de l'ombre pour la première fois depuis des décennies. Helena ajuste les verres de cristal sur des plateaux d'argent, ses mains expertes se déplaçant en silence dans la grande salle de bal du château Blackthorn. Le bal masqué d'automne se déploie autour d'elle en vagues de soie bordeaux et de lumière de bougies, une tradition trimestrielle où la noblesse vampire étale sa richesse et son pouvoir tels des paons faisant la roue. 3 ans de service l'ont rendue invisible à la plupart des invités, leur conversation s'écoulant autour d'elle comme si elle faisait partie du mobilier. Seul le prince Adrian reconnaît son existence par de polis hochements de tête lorsque leurs chemins se croisent dans les couloirs, une courtoisie qui la surprend à chaque fois. Ce soir semble différent. L'air est chargé d'une tension électrique qui lui hérisse la peau, et les ombres semblent plus profondes, en quelque sorte plus vivantes. Les nobles encerclent le prince Adrian comme des loups flairant une faiblesse, leurs rires assez perçants pour fendre le verre. Lady Vivienne Ashford mène la meute avec une élégance prédatrice, sa robe émeraude captant la lumière tandis qu'elle désigne le prince, avec une fausse sollicitude. Sa voix suinte une fausse sympathie, alors qu'elle énumère ses faiblesses quasi humaines pour la foule assemblée. Chaque mot étant une pique soigneusement placée, conçue pour faire couler le sang. Son incapacité à se transformer en brume devient une source d'hilarité. Sa préférence pour les livres plutôt que pour les sports sanglants le rend inapte à la société des vampires. Sa nature douce, qu'Helena a toujours admirée, devient une faiblesse honteuse dans leur récit tordu. Peut-être est-il plus humain que vampire, suggère Vivienne avec un soupir théâtral, provoquant des halètements ravis de la part des nobles qui se repestent du scandale, comme des vautours d'une charogne. Helena observe les épaules d'Adrian se courber, sa haute silhouette se repliant comme pour tenter de disparaître complètement. Ses mains pâles tremblent, alors qu'il serre un volume relié de cuir contre sa poitrine, le livre devenant son seul bouclier contre leur assaut verbal. Elle l'a vu lire dans la bibliothèque pendant les heures calmes, son visage animé d'une curiosité sincère pour l'histoire et la philosophie humaine, des sujets interdits à la plupart des vampires. Il se comporte avec une dignité tranquille malgré ses différences, ne ripostant jamais à ses tortionnaires, n'utilisant jamais son statut royal pour faire taire leur cruauté. L'injustice de la situation brûle dans la poitrine d'Helena comme de l'acide. Lord Cedric Ravencroft s'avance avec un geste théâtral, son manteau écarlate scintillant de fils d'or. Sa suggestion tranche le bavardage de la salle de bal avec une précision chirurgicale. Pourquoi ne pas tester publiquement les capacités du prince? Propose-t-il avec une fausse inquiétude pour l'avenir du royaume. Assurément, leur futur roi devrait démontrer sa valeur devant des invités aussi distingués. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Les ambassadeurs étrangers murmurent leur accord, leurs yeux brillants de calcul politique. Helena voit le piège se refermer sur Adrian, la façon dont sa respiration s'accélère alors que la panique s'installe. Quelque chose en elle se brise comme la corde d'un arc trop tendu. Sa formation de servante hurle des avertissements sur la position et le protocole, sur les conséquences fatales de défier la volonté des nobles. Mais son cœur noie ses leçons prudentes sous une seule vérité tonitruante. Quelqu'un doit arrêter ça. Quelqu'un doit le protéger. Son plateau heurte le marbre avec le bruit de funérailles de cristal, des éclats explosant sur le sol comme des étoiles filantes. Le fracas résonne dans un silence soudain, alors qu'Helena s'interpose directement entre Adrian et les nobles qui s'avancent, ses chiffons de nettoyage toujours serrés dans ses poings aux jointures blanches.
Le geste paraît absurde, une simple servante défiant l'aristocratie vampire avec pour seules armes sa détermination et sa fureur. Sa voix sort plus forte qu'elle ne s'y attendait, portant à travers la salle de bal figée avec une autorité inattendue. Laissez-le tranquille. Les mots restent suspendus dans un air épais de choc et d'incrédulité. Tous les yeux se tournent vers la servante impudente qui a osé interrompre le divertissement des nobles. Leurs visages affichant des émotions allant de l'indignation à la fascination. Helena sent leur regard comme un poids physique, mais refuse de quitter sa position protectrice. Derrière elle, elle sent la surprise et la gratitude d'Adriane, son soulagement palpable même sans se retourner. Ce que personne ne remarque, c'est la silhouette qui se matérialise depuis les ombres derrière les grands piliers de marbre, une présence ancienne s'infiltrant dans la réalité comme de la fumée qui se solidifie. Le roi vampire émerge dans la lumière dorée des bougies pour la première fois depuis des décennies, son attention terrible fixée sur la servante qui a accompli ce que toute sa cour n'avait pas réussi à faire. La température chute de 20 degrés en quelques battements de cœur, du givre se formant sur les verres à vin tandis que le souffle se transforme en buée. Le roi Lysander Blackthorn entre pleinement dans la lumière de la salle de bal, sa présence commandant une attention absolue sans effort ni annonce. 8 siècles de pouvoir irradient de sa personne comme la chaleur d'une forge, faisant trembler l'air même d'une violence contenue. Il se déplace avec une grâce prédatrice qui témoigne d'innombrables chasses et de victoires anciennes, chaque pas résonnant dans le vaste espace comme un glas sonnant pour les non-préparés. Les nobles assemblées s'inclinent profondément avec une hâte désespérée, la terreur remplaçant leur cruauté antérieure alors qu'ils reconnaissent le véritable prédateur alpha en leur sein. Helena se tourne lentement, maintenant sa posture protectrice devant Adrian malgré chaque instinct qui lui crie de fuir. Elle croise directement le regard cramoisi du roi vampire, refusant de sourciller même lorsque ses yeux anciens semblent percer la chair et les os pour examiner son âme même. Son visage aurait pu être sculpté dans le marbre par un maître sculpteur, beau et terrible dans sa symétrie parfaite, non marqué par le temps malgré des siècles d'existence. Une lueur de reconnaissance vacille dans ses profondeurs rouge sang, suivie de quelque chose qu'elle ne peut identifier. De l'approbation peut-être, ou simplement de la curiosité pour la souris qui a osé rugir face au lion. Sa voix tranche le silence comme de la soie enroulée autour d'une lame d'acier, chaque mot précisément mesuré et d'une efficacité dévastatrice. Intéressant, observe-t-il avec la fascination détachée d'un scientifique étudiant un spécimen inattendu. Mon fils a enfin un champion. Son regard balaie les nobles recroquevillés comme un projecteur exposant des cafards, et Helena en voit plusieurs trembler de peur. Il semble que ma cour se soit bien amusée, continue-t-il avec une douceur dangereuse qui promet une rétribution. Lady Vivienne tente de parler, sa confiance antérieure s'effritant alors qu'elle essaie d'expliquer leur divertissement inoffensif, mais la main levée du roi la coupe au milieu de sa phrase. Il commence à tourner autour d'Helena avec la patience d'un prédateur qui n'est pas pressé, l'étudiant sous tous les angles comme si elle était un artefact fascinant découvert dans des ruines oubliées. Son attention est comme se tenir trop près d'un feu de joie, écrasante et potentiellement fatale, mais elle se force à rester immobile sous son examen. « Quel est votre nom, petite défenseuse ?» demande-t-il avec une curiosité sincère mêlée à l'ordre. « Helena Thorne, votre majesté », répond-elle sans s'incliner, ni rompre le contact visuel, affichant une audace qui devrait signifier une mort immédiate, mais qui dessine plutôt quelque chose qui ressemble presque à un sourire sur ses lèvres parfaites. Le roi goûte son nom comme un grand vin, faisant rouler les syllabes comme pour en tester la saveur et la trouvant étonnamment agréable. « Helena Thorne », répète-t-il pensivement. « Dites-moi, qu'avez-vous vu ici que ma noble cour n'a pas vu ?» La question comporte des couches de signification qu'Helena perçoit, mais ne peut saisir pleinement.
Elle jette un regard en arrière vers Adrian, dont les yeux reconnaissants lui donnent le courage dont elle a besoin pour dire la vérité au pouvoir. J'ai vu un prince être blessé sans autre raison que la cruauté, Votre Majesté, et quelqu'un devait y mettre un terme. Ces mots résonnent d'une honnêteté simple qui tranche les manœuvres politiques et les faux-semblants sociaux comme une épée dans la soie. Le sourire du roi devient plus vif, plus sincère, comme si sa franchise lui plaisait d'une manière que la flatterie courtisane n'avait jamais pu faire. En effet, convient-il avec une douce menace. Quelqu'un le devait. Son attention se déplace vers les nobles tremblants comme un projecteur trouvant ses cibles. Le bal est terminé, annonce-t-il, avec une finalité qui n'admet aucune discussion. Partez, tous. L'ordre les fait fuir comme des oiseaux effarouchés, leurs costumes élaborés bruissant d'une hâte désespérée, alors qu'ils abandonnent la salle de bal à son roi légitime. Seuls Helena et Adrian restent, figés dans leur tableau protecteur, alors que des siècles d'isolement royal commencent enfin à se fissurer. Lysander s'approche de son fils à pas prudents, comme s'il naviguait sur un terrain dangereux après des années de séparation et d'incompréhension. Helena maintient sa position entre eux tel un pont humain au-dessus d'un gouffre impossible, sa présence rendant en quelque sorte cette réconciliation possible. Adrian, dit doucement le roi, et dans ce seul mot, 3 ans de distance et d'occasion manquée pèsent lourdement dans l'air éclairé par les bougies, attendant que quelqu'un d'assez courageux pour tisser le premier lien à travers le vide. Helena s'attend à une punition, un renvoi, peut-être la mort pour son audace sans précédent dans la salle de bal. Au lieu de cela, elle se retrouve convoquée dans le bureau privé du roi Lysander sur le coup de minuit, ses pieds la portant à travers des couloirs qu'elle a parcourus d'innombrables fois en tant que servante, mais jamais en tant qu'invitée. La lourde porte en chêne s'ouvre pour révéler un sanctuaire qu'elle a nettoyé méthodiquement pendant 3 ans sans jamais en voir vraiment les secrets. Des tomes anciens tapissent chaque mur du sol au plafond voûté, leur dos en cuir luisant doucement à la lueur d'un feu qui semble émaner des livres eux-mêmes plutôt que de l'âtre. Des cartes en parchemin de royaumes perdus dans le temps s'étalent sur son bureau massif comme des mers jaunes, leurs bords s'enroulant avec l'âge et le mystère. Des documents portant des sceaux de cire qu'elle ne peut identifier reposent en piles soignées, leur contenu caché derrière des langues qui précèdent sa propre compréhension. L'air même a le goût de la magie ancienne et d'une sagesse plus ancienne encore, lourd du poids de siècles qu'elle ne peut sonder. Lysander se déplace dans cet espace avec une grâce fluide, versant un vin qui brille comme des rubis liquides d'une carafe en cristal plus ancienne que sa lignée. Helena se perche nerveusement sur le bord d'une chaise ornée, sculptée de symboles qui semblent bouger dans sa vision périphérique. Parfaitement consciente de sa simple robe de servante, au milieu de cet environnement opulent. Sa laine et son coton rêche semblent grossiers comparés au papier peint de soie et aux rideaux de velours, la marquant comme une intruse dans ce royaume de pouvoir et de savoir ancien. « Savez-vous pourquoi je suis restée cachée si longtemps ?» demande Lysander sans préambule, sa voix plus douce que dans la salle de bal, mais non moins impérieuse. Il s'installe en face d'elle avec le vin, ses yeux cramoisis reflétant la lueur du feu comme des miroirs retenant des flammes. « Non, Votre Majesté, » répond honnêtement Helena, sa voix à peine plus qu'un murmure dans cet espace sacré où la vérité semble résonner avec une résonance surnaturelle. « Parce que j'étais un lâche, » admet-il avec une honnêteté si crue qu'elle lui coupe le souffle. L'aveu reste suspendu entre eux comme un pont que ni l'un ni l'autre ne s'attendait à traverser, une vulnérabilité brute de la part d'une créature qui a régné pendant 8 siècles sans montrer de faiblesse à personne. Adrian est né différent, continue-t-il d'une voix épaisse de regret qui s'étendent sur des décennies. Plus faible, disait-il, plus humain que vampire. Les mots ont un goût amer dans sa bouche, alors qu'il les force à passer des lèvres habituées aux ordres plutôt qu'aux confessions.
Je pensais que si je restais à l'écart, si je laissais la cour l'élever, ils pourraient devenir ce qu'ils attendaient. Son aveu coupe plus profondément que n'importe quelle lame, révélant la terrible mathématique de l'isolement royal. J'ai abandonné mon fils pour le protéger de mes propres peurs, conclut-il, le poids des siècles pesant sur chaque syllabe. Helena observe la lueur du feu danser sur ses traits acérés, voyant pour la première fois non pas le terrible roi vampire, mais un père consumé par le doute et l'autorécrimination. Il n'est pas faible. Votre Majesté, dit-elle avec une conviction tranquille qui les surprend tous les deux. Il est bon. Il y a une différence. La distinction flotte dans l'air entre eux comme une révélation, une simple vérité tranchant des justifications complexes, avec une précision chirurgicale. Quelque chose de fondamental change dans l'expression de Lysander, la surprise s'épanouissant en quelque chose qui approche l'émerveillement, comme s'il n'avait jamais entendu une telle clarté auparavant. Quand une servante est-elle devenue si sage? Demande-t-il avec une curiosité sincère qui perce à travers son étonnement. Quand j'ai commencé à prêter attention au lieu de simplement nettoyer, répond Helena avec une audace qui devrait la terrifier, mais qui semble en quelque sorte naturelle dans cet espace où l'honnêteté semble être la seule monnaie acceptable. Le rire du roi éclate comme un tonnerre lointain, riche et sincère, et complètement inattendu dans sa chaleur. Vous m'intriguez, Helena Thurn, déclare-t-il avec une décision qui se cristallise dans sa voix ancienne. Demain, vous ne servirez plus comme une simple servante. Vous serez l'intendante personnelle d'Adrien. Sa protectrice, si vous voulez. Le cœur d'Helena bat contre ses côtes comme un oiseau en cage cherchant la liberté, l'ampleur de cette transformation la submergeant complètement. Votre Majesté, je ne suis pas qualifiée, proteste-t-elle faiblement, sachant même en parlant que la décision a déjà été gravée dans la pierre. Vous êtes la seule personne qualifiée dans ce château, rétorque-t-il avec une certitude absolue qui n'admet aucune discussion. Vous êtes la seule qui le voit tel qu'il est vraiment. Ses yeux cramoisis tiennent les siens avec une intensité qui semble sonder directement son âme, y trouvant des qualités qu'elle ne se connaissait pas. La promotion d'Helena envoie des ondes de choc à travers la hiérarchie rigide du château Blackthorn, comme des pierres jetées dans une eau calme, des vagues de perturbations se propageant à tous les niveaux du service et de la noblesse. Marcus Sterling la cherche avant l'aube, le visage buriné du majordome plissé d'une inquiétude qui témoigne d'une affection sincère gagnée au cours de 3 années de mentorat patient. Il a été une figure paternelle et un enseignant depuis que ses parents sont morts de la peste qui a balayé le village, sa présence stable étant l'encre qui l'a empêché de sombrer dans le chagrin et l'incertitude. Les nobles n'oublieront pas cette nuit, l'avertit-il alors qu'il l'aide à rassembler ces quelques biens des quartiers des serviteurs, ses mains douces, mais sa voix urgente d'avertissement. Surtout Lady Vivienne. Ces mots portent le poids de décennies passées à naviguer les dangers de la cour, à comprendre les courants mortels qui coulent sous les conversations polies et les cérémonies sociales. Les nouveaux appartements d'Helena, près des chambres du prince, semblent incroyablement luxueux après des années dans le dortoir des serviteurs, avec de vraies fenêtres donnant sur les jardins au lieu de murs de briques et une cheminée qui lui appartient à elle seule plutôt que d'être partagée avec une douzaine d'autres servantes. Mais le luxe semble secondaire par rapport à la révélation de son rôle élargi, la façon dont des portes auparavant verrouillées s'ouvrent maintenant pour révéler la dynamique cachée du château. En tant qu'intendante d'Adrian, elle découvre les études secrètes du prince, des chambres remplies de connaissances interdites qui expliquent ces différences d'une manière que la cour n'a jamais envisagée. Des langues anciennes couvrent son bureau d'une écriture soignée, l'histoire humaine remplie des journaux en cuir de ses observations réfléchies. Des textes de philosophie bannis par la loi des vampires reposent ouvertement sur ses étagères, comme des déclarations de rébellion. Il rêve de ponts entre leurs mondes plutôt que de la domination que son espèce exige traditionnellement,
sa nature douce n'étant pas une faiblesse, mais une évolution vers quelque chose d'inédit. Père pense que je suis défaillant, confie Adrian lors d'une de leurs promenades dans les jardins de minuit du château, le clair de lune rendant ses traits pâles éthérés, tandis que les ombres dansent autour d'eux. Peut-être que je le suis, continue-t-il avec un doute de soi qui brise le cœur d'Helena. Je ne peux pas me transformer complètement, je ne peux pas contraindre les esprits humains, je ne peux pas me nourrir sans tomber malade. Sa litanie de prétendus échecs sonne comme des accusations qu'il a entendues si souvent qu'elles sont devenues une vérité intériorisée. Ou peut-être que vous êtes évolués, suggère Helena avec une intuition soudaine qui les surprend tous les deux, la pensée émergeant entièrement formée, comme si elle avait attendu ce moment pour faire surface. Peut-être que vous êtes ce que les vampires pourraient devenir. Ces mots restent suspendus dans l'air frais de la nuit comme une prophétie, recadrant ces différences comme des avantages plutôt que des défauts, sa douceur comme une force plutôt qu'une faiblesse. Leur amitié s'approfondit à travers des livres partagés et des conversations tranquilles qui s'étendent sur des heures sans qu'aucun des deux ne remarque le passage du temps. Helena enseigne à Adrian les coutumes et les célébrations humaines, les joies simples que son espèce a oubliées dans sa quête de pouvoir et d'immortalité. Ils partagent une histoire des vampires qu'elle n'a jamais connue, des récits de civilisations qui sont nées et ont disparu pendant que son père parcourait la Terre, des perspectives qui s'étendent sur des siècles d'observation et d'apprentissage. Mais leur lien grandissant crée des remous qui se propagent bien au-delà de leurs moments privés, attirant l'attention de ceux qui voient une opportunité dans le changement et une menace dans la déviation de l'ordre établi. Lady Vivienne commence sa campagne de sabotage subtil avec l'habileté d'un maître tacticien, remettant en question l'aptitude d'Helena à sa position élevée par des chuchotements soigneusement placés et des conversations stratégiques. Elle suggère une intimité déplacée entre la servante et le prince, plantant des graines de scandale dans un sol fertile déjà préparé par les préjugés sociaux et l'ambition politique. Chaque insinuation contient juste assez de vérité pour être crédible tout en tordant des moments innocents en preuve de manipulation et de séduction. Elle sème des doutes sur les motivations d'Helena comme du poison dans des puits, remettant en question son ascension soudaine et l'influence sans précédent qu'elle exerce sur l'héritier du trône. La campagne de rumeurs se propage dans le château comme une infection, chaque répétition ajoutant de nouveaux détails et des implications plus sombres jusqu'à ce que la simple amitié devienne une manipulation calculée, conçue pour contrôler le futur roi par le biais de la manipulation émotionnelle et du chantage sexuel. Helena découvre la lettre falsifiée tout à fait par accident, la trouvant glissée sous des papiers sur le bureau d'Adrian, où elle était manifestement destinée à être découverte lors de leur séance d'études du soir. L'écriture imite la sienne avec une précision troublante, chaque courbe et chaque fioriture parfaitement reproduite par quelqu'un qui a étudié sa correspondance avec une attention obsessionnelle aux détails. Le contenu lui glace le sang dans les veines alors qu'elle lit sa supposée confession d'utiliser des ruses féminines et une manipulation émotionnelle pour gagner de l'influence sur le prince, pour son avancement personnel et le contrôle ultime du trône lui-même. Le piège a été tendu avec une précision magistrale, la fausse preuve placée exactement là où Adrian la trouverait pendant leur temps privé ensemble, conçue pour briser la confiance au moment de leur plus grande intimité et de leur compréhension mutuelle. Vivienne se prépare à déclencher son piège soigneusement construit, confiante que cette révélation détruira la position d'Helena et creusera un fossé permanent entre le prince et sa protectrice gênante. Le monde d'Helena bascule lorsque Marcus Sterling la convoque dans ses appartements privés, dans les niveaux les plus profonds du château, des espaces dont elle n'a jamais connu l'existence malgré 3 ans de service dans tous les recoins du domaine de Blackthorn. Les chambres du majordome se révèlent être une archive cachée, les murs tapissés de documents et de portraits délavés qui parlent de secrets soigneusement préservés à travers des décennies de silence.
Ses mains burinées tremblent alors qu'il sort un coffre en bois de sous son lit, la serrure s'ouvrant avec le poids de la finalité. Votre mère n'était pas seulement une servante, Helena, commence-t-il d'une voix lourde du fardeau d'une vérité longtemps gardée. Elle était Lady Catherine Thorne, reniée par sa famille pour être tombée amoureuse d'un forgeron humain, votre père. La révélation frappe Helena comme la foudre, illuminant son passé d'une manière qui réécrit tout ce qu'elle pensait savoir sur ses origines. Le sang noble qu'elle a servi coule dans ses propres veines, un héritage si complètement caché qu'elle n'a jamais soupçonné son existence, même dans ses rêves les plus fous. Marcus étale les papiers cachés sur sa petite table comme des artefacts d'une autre vie, chaque document étant un morceau de son identité volée. Des certificats de naissance portant le blason de la famille Thorne, des lettres écrites de la main soignée de sa mère mais jamais envoyées, des portraits montrant une femme dont Helena reconnaît les traits dans son propre reflet mais qu'elle n'avait jamais compris. Elle a pris un travail de servante pour rester près de votre père après que sa famille l'ait chassée, explique Marcus, alors que les doigts tremblants d'Helena tracent les bords des documents qui prouvent sa naissance noble. Elle est morte en protégeant ce secret, choisissant l'amour plutôt que le statut, même lorsque cela lui a tout coûté, y compris sa vie. Le poids de cette révélation remodèle la compréhension d'Helena de ses propres motivations, son instinct protecteur envers Adrian, prenant soudain un sens qui transcende la simple loyauté de servante. Pourquoi me le dire maintenant? Murmure-t-elle, alors que ses mains tremblent en tenant le portrait de sa mère, voyant dans ses traits peints la prestance aristocratique qu'elle n'avait jamais reconnue en elle-même. Parce que Lady Vivienne le sait, répond Marcus avec une certitude sinistre qui glace le sang d'Helena. Elle a enquêté sur votre passé avec la minutie d'un prédateur traquant sa proie, et elle est sur le point de découvrir la vérité. Elle prévoit de l'utiliser pour vous détruire, en prétendant que vous avez manipulé votre chemin jusqu'à la confiance d'Adrian par une tromperie délibérée sur votre véritable identité. Le piège devient clair avec une précision horrifiante, la stratégie de Vivienne se révélant bien plus sophistiquée qu'une simple diffamation. La découverte de l'héritage noble d'Helena sera déformée en preuve de manipulation calculée, la preuve qu'elle a trompé le prince sur sa condition pour obtenir l'accès et l'influence par de faux prétextes. Le poids du sang noble rend le service d'Helena à Adrian infiniment plus complexe qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle n'est pas une simple servante protégeant son maître par loyauté ou affection, mais une noble déchue, défendant un prince paria, leurs circonstances parallèles créant des liens plus profonds que l'un ou l'autre n'avait réalisés. La révélation s'approfondit lorsqu'elle comprend que sa mère a été confrontée au même choix impossible entre l'amour et le statut, entre la vérité et la sécurité, entre suivre son cœur et préserver sa position dans le monde qu'il a vu naître. Ce soir-là, Helena raconte tout à Adrian. Sa voix ferme malgré l'ampleur de ce qu'elle révèle alors qu'ils se tiennent ensemble sur son balcon privé, surplombant le royaume éclairé par la lune qui s'étend sous eux comme une tapisserie tissée d'ombre et d'argent. Sa réaction la surprend complètement, non pas le choc ou la trahison, mais un profond soulagement qui inonde ses traits, comme l'aube se levant après la plus longue des nuits. « Je savais que tu étais différente, dit-il, avec une conviction qui témoigne de mois d'observation attentive et d'une compréhension croissante. Tu te tiens comme une noble, tu parles comme quelqu'un d'éduqué bien au-delà de la condition d'une servante, tu fais preuve d'instinct pour le protocole et la politique qui viennent du sang plutôt que de la formation. Maintenant, je comprends pourquoi. » Leur conversation s'écoule avec une nouvelle honnêteté alors qu'Helena partage les détails du sacrifice de sa mère, la façon dont l'amour a triomphé des attentes sociales, même au prix de tout ce que Catherine Thorne avait été élevée à valoriser. Adrian écoute avec l'intensité de quelqu'un qui comprend enfin les pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtait jamais tout à fait, voyant les instincts protecteurs et la grâce naturelle d'Helena dans le contexte de son héritage caché. Mais leur moment de révélation est brisé par une agitation dans la cour en contrebas.
le bruit des chevaux et des voix pressées se propageant dans l'air nocturne, avec des nouvelles qui remodèleront leur monde une fois de plus. Le roi Lysander est revenu de son voyage de 3 jours dans les territoires vampires voisins. Son arrivée précoce et la tension qui émane de son escorte, suggérant que le paysage politique a changé de manière dangereuse pendant son absence. Le conseil d'urgence de Lysander se réunit dans l'heure, la grande salle remplie d'une tension si épaisse qu'on pourrait la goûter, alors que des représentants de tout le royaume se rassemblent pour entendre des nouvelles qui détermineront leur avenir. Helena se positionne dans l'alcôve des serviteurs, derrière des tapisseries qui lui permettent de tout voir tout en restant invisible, sa nouvelle compréhension de la dynamique de la cour rendant chaque geste et chaque expression significatifs d'une manière qu'elle n'avait jamais saisie auparavant. Le rapport du roi révèle des menaces grandissantes, comme des nuages d'orage à travers les territoires vampires d'Europe, d'anciennes alliances se fracturant alors que les cours surnaturels choisissent leur camp dans un conflit imminent qui remodèlera leur monde entier. Les vampires traditionnels, qui considèrent les humains comme rien de plus que du bétail, pour se nourrir, s'affrontent à des factions progressistes cherchant une forme de coexistence. La division philosophique créant des tensions politiques qui menacent d'exploser en guerre ouverte. Les faiblesses perçues d'Adrian sont devenues des munitions pour les cours ennemis, ses sympathies humaines et son incapacité à manifester les pouvoirs traditionnels des vampires transformés en preuve que la lignée des Blackthorn perd sa force et son aptitude à régner. Les ambassadeurs étrangers murmurent qu'un nouveau leadership est peut-être nécessaire, que les anciennes traditions doivent être préservées contre les innovations dangereuses et les lignées affaiblies. Helena observe depuis les ombres Lysander faire face à une pression croissante pour nommer un héritier différent, le calcul politique devenant brutalement clair, alors que les nobles qui autrefois soutenaient du bout des lèvres le règne éventuel d'Adrian remettent maintenant ouvertement en question son aptitude. Lord Cedric s'avance avec une courtoisie empoisonnée, ses mots soigneusement choisis pour sonner comme de l'inquiétude tout en portant des attaques dévastatrices. Les sympathies humaines du prince le rendent inapte à régner en ces temps dangereux, argumente-t-il, le soutien visible de Lady Vivienne donnant du poids à sa position. Peut-être qu'un conseil de régence devrait gouverner jusqu'à ce qu'un héritier plus approprié émerge de la lignée. La suggestion reste suspendue dans l'air comme une épée de Damoclès, l'implication étant claire qu'Adrian devrait être entièrement retiré de la succession. La réponse de Lysander tranche les manœuvres politiques comme une lame dans la soie, sa voix portant 8 siècles d'autorité absolue qui n'admet aucun défi ni compromis. « Mon fils régnera », déclare-t-il avec une finalité qui fait reculer involontairement les nobles assemblées. Quiconque remet cela en question me remet en question. Mais Helena voit ce que les autres manquent, l'incertitude vacillant dans les yeux anciens du roi, la façon dont ses mains se serrent lorsque les capacités d'Adrian sont critiquées avec une audace croissante par des cours qui craignaient autrefois de murmurer son nom. La pression politique agit comme l'eau qui use la pierre, créant des fissures dans la détermination de Lysander que ses ennemis exploiteront avec une précision chirurgicale. Après que la réunion se soit dispersée dans un silence inconfortable, Vivienne s'approche d'Helena avec une douceur si fausse qu'elle lui fait mal aux dents, son sourire assez aiguisé pour trancher les faux semblants et aller droit à la menace. « Vous avez remarquablement bien réussi, passant si rapidement de servante à confidente, ronronne-t-elle avec une malice déguisée en admiration. Mais la noblesse reconnaît la noblesse, n'est-ce pas? Je me demande ce que la cour penserait si elle connaissait votre intéressant héritage. La menace plane entre elles comme une lame tenue à la gorge d'Helena. La connaissance de Vivienne de son sang noble transformé en une arme conçue pour détruire tout ce qu'elle a construit avec Adrian. Le piège révèle toute son ampleur alors qu'Helena réalise qu'elle est prise entre la révélation et le silence, avec la position d'Adrian comme héritier suspendu à sa réponse à ce chantage calculé. Cette nuit-là,
Elena découvre la réunion secrète tout à fait par accident, suivant des bruits étranges, jusqu'à une chambre cachée où Vivienne conspire avec des ambassadeurs vampires étrangers à voix assez basse pour échapper à une détection normale. Leur plan lui glace le sang alors qu'elle réalise l'ampleur de leur ambition. Un effort coordonné, conçu pour forcer Lysander à un choix impossible entre la survie de son royaume et l'avenir de son fils. Helena elle-même est devenue la clé de leur plan, son héritage noble étant la dernière pièce dont ils ont besoin pour achever la destruction d'Adrian et ouvrir la voie à un héritier plus traditionnel qui servira leurs objectifs politiques. La conspiration s'étend bien au-delà de la simple intrigue de cour pour atteindre le domaine de la politique internationale, avec Helena piégée au centre de force qui dépasse sa compréhension, mais exige sa réponse immédiate. Les machinations de Vivienne atteignent leur apogée lors de la célébration du solstice d'hiver du château, l'événement le plus grandiose du calendrier social vampire, lorsque les dignitaires étrangers et les cours voisines se rassemblent pour témoigner de la puissance continue de la dynastie Blackthorn. La grande salle flamboie de milliers de bougies qui projettent des ombres dansantes sur des tapisseries dépeignant 8 siècles de conquête vampire, tandis que les serviteurs se déplacent comme des fantômes entre des tables chargées de délices qui témoignent d'une richesse dépassant l'entendement mortel. Les dignitaires vampires étrangers remplissent chaque recoin du vaste espace, leurs yeux anciens vifs de calcul politique, alors qu'ils observent chaque geste et chaque expression à la recherche de signes de faiblesse qu'ils pourront exploiter dans de futures négociations. Helena accomplit ses tâches élevées avec une angoisse croissante qui lui pèse sur l'estomac comme une pierre, ses instincts nouvellement affinés hurlant des avertissements sur le piège qu'elle sent se refermer sur elle, et Adrien avec une précision inexorable. L'air même semble chargé d'une anticipation malveillante, les conversations s'arrêtant brusquement à son passage, comme si sa présence déclenchait un signal préétabli parmi les conspirateurs qui attendaient ce moment pour frapper. Le coup est porté lors des présentations formelles, lorsque le protocole exige que les invités d'honneur s'adressent à la cour assemblée, une tradition que Vivienne a clairement choisie comme la scène parfaite pour sa destruction calculée. Elle se lève de sa place parmi la noblesse, un faux regret peignant ses beaux traits, chaque geste chorégraphié pour un impact dramatique maximal, alors qu'elle se prépare à prononcer le discours qui brisera le monde d'Helena. Votre Majesté, commence-t-elle d'une voix étudiée pour porter à travers la salle silencieuse, une affaire de la plus haute importance a été mise à jour, que je ne peux plus, en bonne conscience, cacher à votre sagesse. Il semble que nous ayons une fraude parmi nous. Quelqu'un qui nous a tous trompés avec des mensonges élaborés conçus pour manipuler nos institutions les plus sacrées. Ces mots tombent comme des coups de marteau sur une enclume. Chaque accusation soigneusement conçue pour mener à une destruction inévitable, alors qu'elle produit des documents qui semblent assez authentiques pour tromper une inspection superficielle. Les faux papiers racontent une histoire de tromperie calculée qui transforme les instincts protecteurs d'Helena en preuve de manipulation criminelle, affirmant que l'humble servante est en réalité Helena Ashford, une parente éloignée de la propre famille de Vivienne qui a volé l'identité d'une servante pour infiltrer le château dans le but spécifique de séduire et de corrompre le prince par de fausses références nobles et une manipulation psychologique sophistiquée. Les accusations frappent Helena comme des flèches empoisonnées tirées d'une embuscade, chaque révélation plus dommageable que la précédente, alors que Vivienne tisse sa toile de mensonges avec l'habileté d'un maître conteur. Selon les preuves fabriquées, Helena a délibérément cherché un emploi au château Blackthorn en utilisant des documents volés et une fausse identité soigneusement construite, puis a systématiquement œuvré pour gagner la confiance d'Adrian par des démonstrations calculées d'affection et de protection conçues pour le rendre dépendant de son soutien émotionnel. Les ambassadeurs étrangers murmurent entre eux avec satisfaction,
Leurs regards entendus et leur hochement de tête satisfait, confirmant que cette révélation valide leurs soupçons existants sur la faiblesse des Blackthorn et l'influence corruptrice des sympathisants humains au sein de l'aristocratie vampire. Adrian bondit à la défense d'Elena avec une intensité passionnée qui devrait la disculper, mais qui fournit au contraire à Vivienne des munitions supplémentaires pour son assaut soigneusement planifié. Voyez comment elle a perverti l'esprit du prince, déclare-t-elle avec un triomphe théâtral, alors que la réaction émotionnelle d'Adrian joue directement en sa faveur. Il la défend même contre des preuves évidentes de trahison et de manipulation, prouvant à quel point elle a complètement corrompu son jugement et compromis son aptitude à régner. L'accusation transforme la loyauté d'Adrian en preuve du succès de la manipulation d'Elena, son affection sincère devenant la preuve de son efficacité criminelle en matière de contrôle psychologique. Le visage du roi Lysander devient un masque taillé dans la pierre, ses traits anciens ne révélant rien des calculs qui traversent son esprit immortel, alors qu'il pèse la nécessité politique contre la vérité personnelle. Helena s'attend à un bannissement immédiat ou pire, sachant que même si Lysander soupçonne que les accusations sont fausses, la pression politique des cours étrangères pourrait le forcer à la sacrifier pour la stabilité de son royaume et l'avenir d'Adrian en tant qu'héritier. Au lieu de cela, il fait une demande inattendue qui tranche la performance élaborée de Vivienne comme une épée dans la soie, sa voix portant l'autorité de 8 siècles sans la moindre trace de doute ou d'hésitation. Prouvez-le, ordonne-t-il avec une finalité qui arrête le flot d'accusations de Vivienne aussi sûrement qu'un barrage bloque une rivière. Votre Majesté, balbutie-t-elle, clairement non préparée à cette réponse, à ce qui aurait dû être une preuve accablante de la culpabilité et de la tromperie d'Helena. Si Helena est vraiment cette infiltratrice Ashford comme vous le prétendez, continue Lysander avec la précision d'un maître stratège qui a survécu à des siècles de guerre politique, alors elle portera la marque de famille qui prouve son allégeance. Tous les vampires nobles marquent leurs serviteurs humains du sceau de leur maison pour empêcher exactement ce genre de tromperie. Montrez-nous sa marque. Le cœur d'Helena bat contre ses côtes comme un oiseau piégé, alors qu'elle réalise que Lysander lui a donné une ouverture qu'elle n'attendait pas, une chance de prouver son innocence d'une manière que Vivienne n'aurait pu anticiper. Elle n'a aucune marque, car elle n'est pas la servante de Vivienne, ni la propriété de quiconque, mais elle possède quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle marque brûlée dans la chair par des maîtres vampires. La bague de sa mère est suspendue sous sa robe à une chaîne en argent, l'authentique blason de la famille Thorne, qui a été transmis par des lignées légitimes pendant des générations avant que la famille de Vivienne n'ait jamais acheté ces titres par des manœuvres politiques et des meurtres soigneusement orchestrés. La révélation du véritable héritage d'Helena transforme le paysage politique d'une manière que Vivienne n'avait jamais anticipée, son piège soigneusement construit devenant le mécanisme même qui élève sa victime désignée hors de portée de toute accusation ultérieure. Quand Helena produit la bague de sa mère avec des mains qui ne tremblent que légèrement malgré l'ampleur de ce moment, l'authentique blason des Thorne capte la lumière des bougies et la renvoie avec l'autorité des siècles, précédant la maison de Vivienne de plusieurs générations et portant une légitimité de lignée qu'aucun document falsifié ne peut contester. Les faux papiers s'effritent comme des feuilles d'automne dans un feu, alors que la cour assemblée reconnaît la signification de ce qu'Helena a révélé, leurs murmures passant de la condamnation à l'étonnement, alors qu'ils réalisent qu'ils ont assisté non pas à la dénonciation d'une fraude, mais à la restauration d'une lignée noble perdue. Mais le vrai choc vient lorsque Lysander reconnaît la bague avec la clarté d'un souvenir ancien soudainement réveillé, ses yeux cramoisis s'écarquillant alors qu'il voit au-delà des décennies pour se souvenir de visages et d'amitiés qui ont façonné son début de règne. Lady Catherine Thorne, dit-il doucement alors que la reconnaissance inonde ses traits de quelque chose qui approche l'émerveillement. Je connaissais bien sa mère, continue-t-il,
sa voix portant à travers la salle silencieuse avec le poids d'une vérité historique que personne ne peut contester. Les Thorne étaient des alliés de ma famille bien avant que les Ashford n'achètent leurs titres avec de l'argent du sang et des assassinats politiques. Ces mots transforment toute la dynamique de l'accusation de Vivienne, révélant non pas la tromperie d'Helena, mais la noblesse authentique qui coule dans ses veines par droit de naissance, plutôt que par achat ou manipulation politique. Le piège de Vivienne se retourne contre elle de manière spectaculaire, sa tentative de démasquer Helena comme une fraude, révélant au contraire le rang inférieur de sa propre famille et l'héritage noble légitime qui fait du service d'Helena à Adrian non pas une soumission, mais une alliance entre égaux. Les ambassadeurs étrangers s'agitent inconfortablement sur leurs chaises élaborées, leur confiance antérieure s'évaporant alors qu'ils réalisent qu'ils ont misé sur le mauvais joueur dans ce jeu mortel de politique de cour et de légitimité de lignée. Il semble, continue Lysander d'une voix portant l'autorité accumulée de siècles passés à naviguer la traîtrise politique, que mon fils a sagement choisi sa défenseuse. Noble reconnaît noble, comme certains diraient, et son regard balaie les dignitaires assemblés avec une signification qu'aucun d'eux ne peut manquer de comprendre. Adrian s'avance. Sa timidité habituelle remplacée par une force nouvelle qui transforme toute sa posture, passant d'un jeune homme incertain à un héritier confiant, sa décision se cristallisant en ce moment de crise qui exige une allégeance claire et un engagement inébranlable. Helena Thorne a montré plus de loyauté et d'honneur en quelques mois que certains n'en ont montré en des années, déclare-t-il d'une voix qui porte jusqu'au moindre recoin de la grande salle. Si sa lignée est mise en doute, que la mienne le soit aussi. Nous sommes unis. La déclaration publique envoie des ondes de choc à travers la cour assemblée, comme la foudre frappant une tour. L'affirmation du prince de prendre Helena comme sa compagne choisie, élevant leur relation de servante et maître à celle d'égaux potentiels, d'une manière qui remodèle chaque calcul politique dans la pièce. Cela représente un coup de maître politique que Vivienne n'avait jamais anticipé, la volonté d'Adrien de miser sa propre légitimité sur l'honneur d'Helena, créant une alliance qui transcende les simples accusations de fraude et de manipulation. Mais la victoire s'accompagne d'un danger immédiat et mortel qu'Helena reconnaît dans les regards significatifs échangés entre les ambassadeurs étrangers, leur déception antérieure se transformant en quelque chose de bien plus sinistre alors qu'ils réalisent que la diffamation a échoué et que des méthodes plus directes pourraient être nécessaires. Elle surprend des fragments de conversations chuchotées sur l'élimination d'obstacles et l'organisation d'accidents malheureux, le jeu politique évoluant de la manipulation et des mensonges vers un territoire où les vies deviennent sacrifiables dans la poursuite d'objectifs plus larges. La célébration se poursuit autour d'eux avec une normalité forcée qui dissimule à peine les courants sous-jacents de violence et de rétribution qui coulent sous la surface des conversations polies et de la courtoisie diplomatique. Helena découvre le carreau d'arbalète encastré dans le mur de sa chambre purement par hasard, retournant dans ses appartements plus tôt que d'habitude, après que les révélations de la soirée l'aient laissé trop épuisé pour maintenir les faux semblants sociaux requis par la fonction de cour. La pointe de fer dépasse de la pierre exactement là où sa tête aurait été si elle était entrée à son heure habituelle. Le message aussi clair que si ces assassins potentiels avaient laissé une menace écrite expliquant leurs intentions et leurs méthodes. La tentative d'assassinat force Lysander à agir avec la détermination d'un souverain qui a survécu à 8 siècles d'intrigues politiques et de conspirations mortelles. Il confine les ambassadeurs étrangers à leur quartier sous bonne garde tout en lançant une enquête secrète qui pénètre chaque recoin de la hiérarchie complexe du château. Mais Helena sait avec une certitude glaçante que la véritable menace vient du cœur même de leur supposé sanctuaire. Le désespoir de Vivienne l'a transformée de maniganceuse politique en quelque chose de bien plus dangereux, ses alliés ne se contentant plus de la diffamation,
mais étant prêt à éliminer les obstacles physiques à leurs ambitions par tous les moyens nécessaires. Marcus Sterling devient l'ombre constante d'Helena, les instincts protecteurs du vieux majordome, émergeant avec l'intensité d'un père défendant sa fille contre des prédateurs qu'il ne connaît que trop bien. Votre mère a fait face à des menaces similaires, révèle-t-il, alors qu'il fouille méthodiquement ses appartements à la recherche de pièges supplémentaires avec la minutie de soldats, s'attendant à une embuscade à tout moment. Des nobles qui ne pouvaient accepter ses choix ont tenté de l'éliminer définitivement, continue-t-il d'une voix lourde, d'une vérité longtemps réprimée. C'est ainsi qu'elle est vraiment morte. Pas de maladie comme le prétendent les registres officiels, mais d'un poison administré par ceux qui voyaient son amour comme une menace à leur version de l'ordre social convenable. La révélation recadre toute la compréhension qu'Helena a de son passé, comme un éclair illuminant un paysage auparavant sombre, lui montrant que sa mère n'était pas simplement une noble qui avait choisi l'amour plutôt que le statut, mais une victime d'un meurtre politique perpétré par ceux qui ne pouvaient tolérer la déviation de leurs attentes rigides. Le parallèle avec la situation actuelle d'Helena s'avère à la fois glaçant et clarifiant, révélant des schémas de violence qui se répètent à travers les générations lorsque l'amour menace les structures de pouvoir établies et défie les frontières prudentes entre les différents niveaux de la société. Adrian refuse de laisser Helena affronter seule ce danger croissant malgré les ordres explicites de son père de rester sous protection, sa docilité habituelle cédant la place à des instincts protecteurs qui l'emportent sur les commandements royaux et les considérations de sécurité personnelle. Il échappe à ses gardes assignés avec une habileté surprenante, utilisant sa connaissance des passages cachés du château, acquise au fil des années, à éviter les obligations de la cour pour rejoindre l'enquête d'Helena sur la conspiration qui menace leurs deux vies. Ensemble, ils découvrent des preuves de l'alliance traîtresse de Vivienne avec des agents étrangers. Découvrant que ces manigances s'étendent bien au-delà de la simple diffamation pour devenir une véritable trahison conçue pour affaiblir la lignée des Blackthorn et créer des opportunités pour les cours ennemies d'exploiter la faiblesse perçue. Les preuves les mènent à travers un labyrinthe de communications secrètes et de réunions cachées jusqu'à l'ancienne crypte du château, où Vivienne a organisé un rassemblement de minuit avec ses co-conspirateurs dans le seul endroit où les conversations ne peuvent être entendues par des observateurs occasionnels ou des serviteurs loyaux. Helena et Adrian prévoient de se positionner parmi les tombes de pierre pour écouter et recueillir la preuve finale nécessaire pour exposer toute l'étendue de la conspiration. Mais leur stratégie prudente les mène directement dans un piège préparé avec la minutie d'un maître prédateur qui a anticipé tous les mouvements possibles. Comme c'est pratique, Vivienne émerge de derrière une tombe de pierre portant l'effigie sculptée du grand-père d'Adrian, flanquée de mercenaires armés dont la présence dans la crypte sacrée représente la profanation ultime de l'honneur familial et de la tradition vampire. Le prétendu prince et sa noble de compagnie, livrés ensemble comme des agneaux à l'abattoir, continue-t-elle avec une satisfaction qui révèle la profondeur de son plan et la complétude de sa préparation. Cela ressemblera à un accident tragique, des amants maudits trouvant leur fin dans le caveau familial où leur romance interdite les a finalement conduits à l'expression ultime d'un désespoir honteux. La mise en scène se révèle parfaite pour les dessins narratifs de Vivienne, les morts d'Helena et d'Adrian dans la crypte étant conçus pour apparaître comme un pacte suicidaire qui élimine les deux obstacles à ses ambitions politiques, tout en dépeignant leur relation comme une romance scandaleuse qui s'est terminée dans la honte et le désespoir que la bonne société avait toujours prédit comme résultat du franchissement des frontières établies. La confrontation dans l'ancienne crypte devient un creuset qui transforme les trois personnages d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. La pression et le danger mortel faisant tomber les masques pour révéler la vraie nature cachée sous les rôles sociaux et les manœuvres politiques. Adrian fait face à la mort imminente d'Helena et accède enfin à ses capacités de vampire.
mais pas les pouvoirs traditionnels de transformation en brume et de contrainte mentale qui étaient attendus de lui depuis sa naissance. Au lieu de cela, son lien émotionnel avec Elena déclenche une fureur protectrice qui se manifeste par une vitesse et une force accrues, bien au-delà de ce que les mercenaires attendent du prince supposément faible, lui permettant de se battre avec une efficacité qui surprend tout le monde, y compris lui-même. Elena puise dans les leçons cachées de sa mère sur la véritable noblesse, non pas les privilèges de lignée qu'elle a récemment découverts, mais le leadership authentique qui émerge sous la pression lorsque des vies sont en jeu et que le courage devient la seule monnaie qui compte. Elle utilise l'architecture ancienne de la crypte et sa connaissance intime des passages secrets du château pour retourner le piège soigneusement préparé de Vivienne contre elle, séparant les conspirateurs et gagnant un temps précieux pour que l'aide arrive ou que des opportunités se présentent. Mais la véritable transformation de cette confrontation mortelle survient lorsque le roi Lysander se matérialise depuis les ombres, n'arrivant pas pour les sauver en tant que père et roi désespéré, mais révélant qu'il a suivi cette conspiration depuis son tout début avec la patience et la ruse d'un prédateur qui a appris à attendre le moment parfait pour frapper. Pensiez-vous vraiment, demande-t-il à Vivienne, alors qu'elle se retrouve soudainement acculée par le roi même qu'elle pensait manipuler, que je ne serais pas au courant des agents étrangers opérant dans mon propre château, que je ne reconnaîtrais pas les anciens ennemis de mon père tentant de répéter les mêmes stratégies qui ont échoué contre des générations plus fortes de dirigeants Blackthorn. L'apparition de Lysander révèle le jeu politique plus profond qui s'est déroulé sous le drame de surface de l'intrigue de cour et des relations personnelles, montrant qu'il a délibérément laissé la conspiration de Vivienne se développer pour pouvoir exposer tout le réseau de traîtres et d'agents étrangers menaçant la stabilité de son royaume. La relation d'Helena et d'Adrian a fourni le catalyseur parfait pour forcer ses ennemis à se découvrir, là où ils pouvaient être identifiés et éliminés avec la minutie nécessaire pour assurer une sécurité permanente. Vous avez commis une erreur cruciale dans vos calculs, dit Lysander à Vivienne, alors que ses gardes émergent de leur cachette pour maîtriser les conspirateurs avec une violence efficace qui témoigne d'une longue expérience de telles opérations. Vous avez supposé que les différences de mon fils le rendaient faible, mais la force se manifeste sous de nombreuses formes, et parfois le plus grand pouvoir réside dans la capacité à inspirer une loyauté sincère chez les autres, plutôt que de commander l'obéissance par la peur et la domination. La dernière tentative désespérée de Vivienne consiste à essayer de poignarder Helena avec une lame empoisonnée cachée dans sa manche. Mais Adrian se déplace plus vite qu'humainement possible pour saisir son poignet dans une poigne de fer qui arrête l'attaque avant qu'elle ne puisse atteindre sa cible. Ses capacités de vampire n'ont pas été absentes comme tout le monde le supposait, mais ont évolué en quelque chose d'inédit qui puise sa puissance dans la connexion émotionnelle plutôt que dans l'isolement prédateur, dans l'amour plutôt que dans la peur, dans la protection plutôt que dans la domination. Les ambassadeurs étrangers se retrouvent dépouillés de leur co-conspiratrice et face à un choix: reconnaître la légitimité d'Adrian et accepter les termes d'alliance offerts par une dynastie Blackthorn clairement plus forte, ou faire face aux conséquences de leur tentative d'ingérence dans une politique vampire qu'ils comprennent maintenant avoir gravement sous-estimée. Ils choisissent la diplomatie plutôt que la destruction, reconnaissant que leurs plans soigneusement élaborés ont non seulement échoué, mais ont également révélé des faiblesses dans leur propre position que Lysander exploitera certainement s'ils poursuivent leur stratégie agressive contre son royaume réformé. La semaine qui suit la confrontation dans la crypte apporte des révélations qui remodèlent toute la structure sociale du château avec la minutie d'un tremblement de terre, restructurant un paysage familier, chaque découverte forçant courtisans et serviteurs à reconsidérer les hypothèses qu'ils ont tenues pendant des décennies sur la nature du pouvoir des vampires et les possibilités d'évolution au sein de leur hiérarchie rigide.
Les nouvelles capacités d'Adrian se révèlent être quelque chose d'inédit dans l'histoire des vampires. Renforcées par la connexion émotionnelle plutôt que diminuées par celle-ci, d'une manière qui défie toute compréhension traditionnelle de la façon dont la force surnaturelle devrait se manifester et croître. Il ne peut pas se transformer en brume ni commander le vent comme ses ancêtres, mais il peut se déplacer plus vite que les ombres lorsqu'il protège quelqu'un qu'il aime, sa vitesse devenant surnaturelle non pas par la domination, mais par une dévotion qui amplifie ses capacités physiques au-delà de tout ce que la vieille garde avait anticipé ou préparé. Il ne peut pas contraindre les esprits humains par les arts anciens de la manipulation mentale, mais il peut inspirer une loyauté sincère qui s'avère bien plus puissante que l'obéissance forcée, son influence grandissant par la confiance et l'admiration plutôt que par la peur et la coercition surnaturelle qui ont défini les relations entre vampires et humains pendant des siècles. Les médecins et les érudits du château se retrouvent à étudier des phénomènes que leurs textes anciens n'ont jamais décrits, documentant des capacités qui semblent se renforcer avec les liens émotionnels plutôt que de s'affaiblir par l'attachement, comme la tradition vampirique insistait que cela serait inévitable. La reconnaissance officielle d'Helena en tant que noble transcende la simple restauration de son nom de famille pour créer un modèle entièrement nouveau de relations entre vampires et humains qui transforme de fond en comble la dynamique sociale du château. En tant que Lady Helena Thorne, elle devient la conseillère officielle d'Adrian et le pont crucial entre les serviteurs humains du château et la noblesse vampire, sa perspective unique s'avérant inestimable pour mettre en œuvre les politiques de plus en plus progressistes de Lysander qui cherchent à moderniser leur ancien royaume. Sa connaissance des deux mondes lui permet de traduire les préoccupations et les suggestions par-delà des frontières sociales qui sont restées presque imperméables pendant des générations, créant un dialogue là où seul le silence et la soumission existaient auparavant. Le personnel humain commence à parler avec des voix plutôt que des murmures, leurs opinions étant sollicitées et valorisées plutôt qu'ignorées ou punies, tandis que les nobles vampires découvrent qu'écouter différents points de vue renforce plutôt qu'affaiblit leur capacité de prise de décision et produit des solutions à des problèmes que des siècles d'approches traditionnelles n'ont pas réussi à résoudre. Helena établit des conseils réguliers où des représentants de tous les niveaux de la société du château peuvent présenter des idées et des préoccupations, les compétences diplomatiques de sa mère se manifestant alors qu'elle navigue des négociations complexes entre des groupes qui n'avaient jamais auparavant considéré le bien-être des autres comme pertinent pour leurs propres intérêts. Le roi Lysander lui-même subit la transformation personnelle la plus spectaculaire de tous au château. Des années passées à se cacher des déficiences perçues de son fils, se convertissant en une fierté profonde pour les forces uniques d'Adrian, qui représentent une évolution plutôt qu'une déviation de l'excellence vampire. Il passe des heures en conversation avec Helena sur le développement d'Adrian, cherchant à comprendre comment ses peurs et ses déceptions l'ont aveuglé à des possibilités qui semblent maintenant évidentes rétrospectivement. J'ai passé des siècles à craindre qu'il ne soit pas assez vampire, confie Lysander à Helena lors d'une de leurs promenades dans les jardins où elle et Adrian ont partagé pour la première fois leur rêve de jeter des ponts entre des mondes qui semblaient irrémédiablement séparés par la tradition et les préjugés. Je n'ai jamais considéré qu'il pourrait être quelque chose de mieux que purement vampire, continue-t-il avec étonnement face à sa propre cécité quant à la valeur des différentes approches de la force et du leadership que la nature de son fils rendait possible. Le roi commence à réécrire des lois qui ont gouverné la société des vampires pendant des millénaires, éliminant les restrictions basées sur des hypothèses dépassées sur les capacités et la valeur humaine, créant des cadres de coopération que les générations précédentes auraient considérés comme impossibles ou dangereux. Il établit de nouvelles cours où humains et vampires peuvent régler leurs griefs ensemble, reconnaissant que la justice exige de comprendre de multiples perspectives plutôt que d'imposer des solutions d'un seul point de vue.
Marcus Sterling révèle un dernier secret sur la mère d'Elena qui recontextualise tout ce que la jeune femme a découvert sur son héritage et son but, montrant que Catherine Thorne avait été bien plus qu'une noble déchue cherchant refuge au service royal. Elle avait été la contemporaine de Lysander dans l'ancienne cour pendant sa période la plus transformatrice, une conseillère humaine dont la sagesse a aidé à façonner la loi des vampires pendant des générations et dont l'influence s'étendait bien au-delà de la relation amoureuse, qui lui a finalement coûté la vie. Marcus produit des documents et des lettres qui révèlent l'implication de Catherine dans la rédaction de traités avec des royaumes humains, son rôle dans l'établissement d'accords commerciaux qui ont apporté la prospérité aux territoires vampires, ses aperçus de la psychologie humaine qui ont aidé à prévenir des guerres et à construire des alliances qui renforçaient plutôt qu'elles ne menaçaient la sécurité des vampires. Les instincts protecteurs d'Helena envers Adrian font écho au dévouement de sa mère à construire des ponts entre les mondes, révélant des prédispositions génétiques à la diplomatie et au courage qui se manifeste à travers les générations lorsque les circonstances exigent des réponses extraordinaires à des défis extraordinaires. Les parallèles entre la mère et la fille s'étendent au-delà de la personnalité pour englober la vision et la capacité. Les deux femmes possédant une compréhension intuitive de la façon dont la coopération peut accomplir ce que la conquête ne peut pas et comment la protection crée des fondations plus solides que la domination ne pourrait jamais établir. Les journaux cachés de Catherine, préservés par Marcus pendant des décennies de secret, fournissent à Helena des feuilles de route pour naviguer les complexités politiques et construire des coalitions qui survivent aux défis et à l'opposition de ceux qui sont déterminés à maintenir les structures de pouvoir traditionnelles. Les ramifications politiques de ces révélations s'étendent bien au-delà de leur royaume individuel pour influencer les cours de vampires à travers le monde connu. Alors que la nouvelle se répand du prince dont la force vient de la connexion plutôt que de la domination et qui a trouvé son plus grand pouvoir en défendant plutôt qu'en conquérant ceux qui sont sous sa protection. Des ambassadeurs arrivent de territoires vampires progressistes, cherchant à comprendre comment le château Blackthorn a réalisé une transformation aussi spectaculaire sans déclencher les rébellions et le chaos que la sagesse traditionnelle des vampires insistait qui résulterait du traitement des humains comme des égaux plutôt que des sujets. D'autres cours de vampires commencent à expérimenter des réformes similaires, découvrant que la coopération produit des résultats supérieurs à la coercition dans pratiquement toutes les catégories mesurables de gouvernance et de stabilité sociale. Les relations commerciales fleurissent alors que les marchands humains se retrouvent accueillis plutôt que simplement tolérés, leur expertise valorisée et leurs innovations adoptées plutôt que rejetées comme inférieures aux traditions vampires qui ont peut-être fait leur temps. Les alliances militaires se renforcent alors que les soldats humains combattent aux côtés des guerriers vampires avec un enthousiasme né du respect plutôt que de la contrainte. Leur capacité combinée dépassant ce que chaque groupe pourrait accomplir indépendamment. L'hypothèse séculaire selon laquelle la force des vampires nécessite l'assujettissement des humains commence à s'effriter à mesure que les preuves s'accumulent, que le but commun crée des fondations plus puissantes que la peur ne pourrait jamais le faire. Des concepts révolutionnaires se propageant de royaume en royaume, alors que les dirigeants progressistes reconnaissent des opportunités d'amélioration que les approches traditionnelles n'ont jamais offertes. 6 mois plus tard, le château Blackthorn est devenu un phare pour le monde des vampires en mutation, sa transformation de forteresse de la peur en centre de coopération, attirant l'attention de penseurs progressistes et de réformateurs de toute la société surnaturelle qui cherchent des exemples pratiques de mise en œuvre réussie du changement. Elena et Adrian travaillent ensemble comme de véritables égaux, leur relation ayant évolué d'une dynamique de protectrice et protégée à un véritable partenariat tant dans la gouvernance que dans l'affection. Établissant de nouvelles normes pour ce que les alliances entre vampires et humains peuvent accomplir lorsqu'elles sont fondées sur le respect mutuel plutôt que sur la domination hiérarchique.
Leur lien représente bien plus qu'une romance personnelle, incarnant la possibilité vivante de l'évolution des vampires et les avantages pratiques d'embrasser le changement, plutôt que de s'accrocher à des traditions qui ne servent plus les besoins contemporains, ni ne répondent efficacement aux défis modernes. Ils établissent des comités mixtes pour traiter de tout, de l'entretien du château à la diplomatie internationale, leurs perspectives combinées, produisant des solutions innovantes qu'aucun des deux n'aurait pu développer indépendamment. La compréhension d'Elena des préoccupations et des capacités humaines complète la connaissance d'Adrian de l'histoire des vampires et de la politique surnaturelle, créant une synthèse qui renforce la prise de décision et produit des politiques qui bénéficient à tous les résidents, plutôt que de favoriser un groupe par rapport à un autre. Leurs apparitions publiques ensemble démontrent la possibilité d'un véritable partenariat entre les espèces, inspirant des relations similaires dans d'autres cours et normalisant progressivement une coopération que les générations précédentes auraient considérée comme impossible ou dangereuse. Le bal masqué d'hiver revient dans la grande salle du château Blackthorn, mais avec une dynamique complètement transformée qui met en valeur la profondeur des changements qui ont pris racine dans toute la structure sociale du château au cours de mois de réformes prudentes et de construction patiente de relations. Les serviteurs humains se déplacent avec dignité plutôt qu'avec peur, sachant que leur voix compte dans les discussions sur les conditions de travail et le fonctionnement du château, leurs suggestions étant mises en œuvre lorsque cela est pratique et leurs préoccupations traitées avec une attention sincère plutôt qu'un mépris dédaigneux. Les nobles vampires engagent de véritables conversations plutôt que de traiter les humains comme des sources de divertissement cruel, découvrant qu'un dialogue significatif produit des aperçus et des perspectives indisponibles par les dynamiques de pouvoir traditionnelles basées uniquement sur la domination et la soumission. La célébration met en valeur la coopération au lieu de l'oppression, avec des divertissements qui élèvent plutôt que de dégrader et des interactions qui construisent une communauté plutôt que de renforcer des hiérarchies rigides qui étouffent l'innovation et la croissance. Les musiciens collaborent entre les espèces pour créer de nouvelles formes d'art qui mêlent la créativité humaine à la sophistication vampire, produisant des performances qui dépassent ce que l'une ou l'autre tradition pourrait accomplir indépendamment. Les danseurs se meuvent selon des motifs qui représentent l'unité plutôt que la séparation. Leur chorégraphie racontant des histoires d'alliance plutôt que de conquête, de coopération plutôt que de domination. La nourriture et la boisson coulent à flot pour tous les invités, quel que soit leur statut ou leur espèce. Le festin représentant l'abondance partagée plutôt que des ressources accumulées par ceux qui ont le pouvoir, tandis que d'autres souffrent de manque ou de faim. Helena porte les bijoux de famille restaurés de sa mère, comme des symboles d'un héritage retrouvé et d'une dignité restaurée, sa position à la fois de Lady Thorne et de compagne choisie du prince Adrian étant officiellement reconnue par les cours du monde des vampires, et célébrée plutôt que simplement tolérée. Mais les symboles extérieurs de statut et de reconnaissance importent bien moins que les changements substantiels qu'ils représentent dans la manière dont la société des vampires aborde les questions de valeur et d'appartenance, le changement fondamental de la pureté de la lignée à l'excellence du caractère, qu'Helena et Adrian ont contribué à créer par leur exemple et leur dévouement à construire quelque chose de meilleur que ce dont ils ont hérité. Les bijoux eux-mêmes racontent des histoires de transformation, chaque pièce représentant différents aspects de l'héritage de sa mère et du propre parcours d'Helena, de servante cachée à noble reconnue, de protectrice à partenaire, de bâtisseuse de ponts à architecte du changement social. Le discours d'Adrian à la cour assemblée reflète sa transformation complète. De paria tremblant qui doutait de sa propre valeur à leader confiant qui comprend ses forces uniques et leurs applications aux défis auxquels est confronté leur royaume en évolution. La force ne réside pas dans le pouvoir de dominer les autres par la peur et la contrainte surnaturelle, déclare-t-il aux nobles et aux serviteurs,
sa voix portant à travers la grande salle avec une autorité gagnée plutôt qu'héritée. Elle réside dans le courage de protéger ce qui compte le plus, la sagesse d'écouter avant d'agir sur des hypothèses qui pourraient s'avérer incorrectes, et la capacité d'inspirer les autres à devenir meilleurs qu'ils ne le pensaient possible lorsqu'on leur offre un soutien et un encouragement sincère plutôt que la critique et le contrôle. Ces mots résonnent dans la salle non pas en raison d'anciens pouvoirs de contrainte vampiriques, mais parce qu'ils disent une vérité que les auditeurs reconnaissent et apprécient, représentant des principes qui créent plutôt que de détruire, qui construisent plutôt que de démolir, qui renforcent les communautés plutôt que de les diviser en oppresseurs et victimes. Les applaudissements qui suivent viennent d'une appréciation sincère plutôt que d'une conformité craintive, la reconnaissance d'un leadership qui sert les autres plutôt que d'exiger le service, une autorité qui autonomise plutôt qu'elle ne diminue ceux qui y sont soumis. Le roi Lysander observe depuis son trône. Non plus caché dans l'ombre mais pleinement présent en tant que père, dont la fierté pour le chemin unique de son fils a remplacé des décennies d'inquiétude quant à la déviation de l'excellence traditionnelle des vampires, sa compréhension transformée par la preuve que la force se manifeste sous de nombreuses formes, au-delà des définitions étroites que les générations précédentes acceptaient sans question. Le royaume qu'il transmettra finalement à Adrian sera plus fort non pas malgré les différences du prince, mais grâce à elle, plus résilient parce qu'il embrasse le changement plutôt que de lui résister, plus prospère parce qu'il valorise la coopération plutôt que la conquête et construit des alliances plutôt que de simplement exiger la soumission de voisins qui pourraient devenir des partenaires au lieu d'ennemis. Lysander voit dans le règne de son fils la possibilité pour la société des vampires d'évoluer au-delà des limitations qui ont restreint leur potentiel pendant des siècles, de devenir quelque chose de plus grand que la somme de ses parties traditionnelles, d'atteindre l'excellence par l'inclusion plutôt que l'exclusion, en construisant plutôt qu'en démolissant, en créant de la valeur plutôt qu'en la réclamant simplement aux autres. L'histoire atteint sa conclusion avec Elena et Adrian dans la bibliothèque où ils ont partagé pour la première fois leur rêve de jeter des ponts entre des mondes qui semblaient irrémédiablement séparés par des siècles de méfiance et de violence. Entourés de livres qui servent non seulement de dépositaires de savoirs anciens, mais aussi de fondations pour une nouvelle compréhension de ce qui devient possible lorsque le courage rencontre la sagesse et que l'amour se révèle plus fort que la peur. La bibliothèque elle-même s'est agrandie au cours de leurs mois de transformation, ajoutant des volumes qui documentent leurs innovations et leurs réformes, préservant les leçons apprises par essais et erreurs pour les générations futures qui feront face à leurs propres défis et opportunités de changement positif. Ils sont assis ensemble, lisant non pas d'anciennes histoires de conquête de vampires, mais des récits contemporains de coopération réussie, planifiant non pas des campagnes militaires, mais des échanges culturels, discutant non pas de stratégies de domination, mais de méthodes pour construire la compréhension à travers des différences qui semblaient autrefois insurmontables. L'avenir du château s'étend devant eux, à travers des années incertaines mais pleines d'espoir, construit sur l'idée radicale mais prouvée que la protection et la connexion créent des pouvoirs plus grands que la peur et le contrôle ne pourraient jamais le faire, que la force grandit par le service plutôt que par la domination, et que le plus grand héritage qu'un souverain puisse laisser consiste à enseigner aux autres à dépasser plutôt qu'à simplement suivre leur exemple. Derrière les fenêtres de la bibliothèque, la première neige d'un autre hiver tombe doucement contre les vitres en losange, qui ont été témoins de siècles d'histoire vampire. Mais le froid glacial qui remplissait autrefois les salles et les couloirs du château Blackthorn a été remplacé par quelque chose d'incommensurablement plus chaud et plus nourrissant. La possibilité vivante d'un changement positif, la force découverte dans des alliances improbables entre de supposés ennemis, et le pouvoir durable qui appartient à ceux qui sont assez courageux pour défendre ce qui est juste, même lorsque la tradition et les préjugés s'alignent contre eux.
La neige se dépose sur des jardins où des enfants humains et vampires joueront un jour ensemble, sur des murs qui abriteront la coopération plutôt que d'imposer la séparation, sur des fondations assez solides pour supporter tous les défis que l'avenir pourra apporter à ce royaume transformé qui a choisi l'évolution plutôt que la stagnation, et l'espoir plutôt que la peur.